Je voudrais, pour que chacun comprenne, bien expliquer à quoi sert le système immunitaire chez toutes les espèces animales, pourquoi il a été sélectionné dans l'évolution, quelle est sa finalité au bout du compte. Et effectivement, les malades dont vous parlez, en particulier ceux qui sont nés sans aucune défense immunitaire, nous prouvent bien à quel point ce système est indispensable à la survie, car leur espérance de vie est de moins de 1 an s'ils ne sont pas protégés contre tous les micro-organismes. En effet, le système immunitaire a souvent, très souvent, trop souvent, été comparé à un système militaire, à une armée qui cherche à défendre le soi, l'organisme de l'individu, contre diverses agressions extérieures ou intérieures que peuvent être les différents micro-organismes, bactéries, virus, parasites, levures, que peuvent être les tumeurs, les cancers, qui représentent une forme d'envahissement par des tissus différents, ou que peuvent être des greffes, quand on réalise une greffe. Et le système immunitaire a pour finalité de rejeter tous ces micro-organismes, tumeurs, greffes. Et donc, c'est une protection du soi, une protection de l'individu. Si je peux avoir la première projection, je n'ai pas vu sur quel bouton vous appuyez, madame. C'est sur la petite... Voilà. Voilà, merci. Vous voyez, le système immunitaire, en réalité, comprend plusieurs variétés de défense pour l'organisme. Les unes sont des défenses naturelles, c'est l'addition de la peau, des muqueuses, notamment la muqueuse digestive ou respiratoire. Ce sont tout un tas de cellules et de molécules que je ne pourrais pas toutes lister, mais qui servent à protéger l'organisme contre toutes ces agressions potentielles. C'est aussi et beaucoup l'immunité acquise. Et au fur et à mesure de la vie, on acquiert de plus en plus d'immunité contre différents agents, infectieux notamment. Et ceci, c'est celle qui est amplifiée par les vaccinations notamment, faisant en sorte que quand on rencontre un microbe pour la première fois, on se défend faiblement contre lui. Quand on le rencontre pour la 3e fois, on se défend beaucoup plus efficacement. Et évidemment, si on a fait un vaccin, eh bien, c'est comme si on l'avait déjà rencontré plusieurs fois dans le passé, et donc on l'élimine beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Cette immunité acquise, elle est de 2 grandes variétés. L'une, ce sont les anticorps que chacun connaît, produits à partir des lymphocytes B, et donc on l'appelle l'immunité humorale, parce que les anticorps sont dans les humeurs. Et l'autre, c'est l'immunité cellulaire. Ce sont les lymphocytes T, qu'on appelle T, parce qu'ils maturent dans un organe qui s'appelle le thymus. Donc ce sont les lymphocytes thymodépendants, lymphocytes T. À cela, il faut ajouter plusieurs cellules complémentaires, les macrophages, les cellules dendritiques et différentes molécules comme le complément. Toutes ces cellules se développent à partir d'une cellule souche, bien sûr, la cellule souche totipotente dont dérivent toutes les cellules de l'organisme, et puis même essentiellement de la cellule souche hématopoïétique dont dérivent toutes les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Bien, parmi les globules blancs, il en est qui sont spécialement importants pour l'immunité. Vous voyez à gauche les macrophages, les cellules dendritiques, et au centre du tableau, les lymphocytes B dont je vous ai parlé puisqu'ils sont à l'origine des anticorps, et les lymphocytes T. Un point à noter, c'est l'immense diversité qu'il y a autant pour les anticorps que pour les lymphocytes T, permettant pour chacune des cellules ou chacune des molécules anticorps de reconnaître un antigène différent. Et comme il existe des dizaines ou des centaines de milliers de variétés d'antigènes, eh bien il existe a priori déjà dans notre organisme, dès notre naissance, des dizaines ou centaines de milliers de différentes variétés de lymphocytes T et d'anticorps qui nous permettent de réagir tout de suite quand l'antigène apparaît, quand le microbe rentre dans l'organisme. C'est un système donc qui comporte une très grande diversité. Cette diversité, si elle devait être supportée par tous les gènes de l'organisme, occuperait la quasi-totalité des gènes de l'homme. En vérité, c'est un petit nombre de gènes qui, par un processus de recombinaison, arrivent à développer une très grande diversité. C'est un moyen assez extraordinaire que la nature a inventé pour, à partir d'un petit nombre de gènes, développer beaucoup de capacités de production
de molécules différentes. Alors à quoi elle sert cette immunité? Est-ce qu'on pourrait vivre sans immunité? En vérité, oui, on pourrait vivre, mais il faudrait vivre complètement isolé. Complètement isolé, à l'abri de tout contact avec aucun autre être vivant. Et cette réponse nous est donnée par ce qu'on a pu appeler les expériences de la nature, qui sont ces variétés de déficit immunitaire combiné sévère qui apparaissent à la naissance chez certains nourrissons et qui provient de déficits géniques. Et ces enfants n'ont aucune capacité de développer aucune défense. On pourrait se dire, cela ne va pas leur permettre de vivre. On peut les isoler contre les microbes en les mettant dans des bulles, mais cela ne va pas peut-être leur permettre de développer des défenses tout de suite contre toute potentialité de tumeurs ou d'autres anomalies dans l'organisme. Eh bien, on se rend compte que si ces enfants sont maintenus dans des bulles stériles, puis dans des scaphandres, ils peuvent avoir un développement de l'organisme normal. Mais par contre, il leur est absolument impossible d'entrer en contact avec quelque autre être vivant, faute de quoi ils meurent d'infection. Quand ces nouveau-nés sont exposés à des infections, ils en meurent dans la première année de la vie. S'ils sont isolés dans une bulle stérile, ils se développent normalement. Mais évidemment, leur vie est sérieusement limitée. Si on veut les guérir, il faut leur greffer les cellules souches dont dérivent les cellules du système immunitaire, et alors ils ont une reconstitution immunitaire et ils peuvent avoir une vie normale. C'est ce qui apparaît par exemple sur cette diapositive. Ici, vous avez le petit garçon qui est le plus ancien survivant au monde maintenant, ayant été greffé par des cellules souches d'origine fétale, alors qu'il avait cette maladie à naissance. Il a été traité ici même à Lyon, et maintenant il s'agit d'un homme de 38 ou 39 ans qui est évidemment totalement guéri, qui n'a plus aucune difficulté. Vous voyez déjà ici, il était sorti de la bulle, il venait rendre visite et encourager une petite fille qui, elle, était encore isolée parce que son immunité n'avait pas encore été reconstituée par une greffe de cellules souches. Donc on le voit bien, cette immunité, elle permet à l'individu de survivre au sein d'un écosystème complexe où il y a différents organismes vivants. Il faut se rappeler que nous sommes en effet tous immergés dans un océan de micro-organismes. Certains de ces micro-organismes, on l'oublie trop souvent, sont fastes. Ce sont ceux qui permettent par exemple l'évolution des espèces. Nous avons intégré dans notre génome tout un tas de gènes, tout un tas de composants qui nous ont été apportés par différentes variétés de virus ou d'autres éléments et qui ont fait évoluer positivement l'espèce humaine. Mais d'autres sont néfastes, développant des infections graves, et l'individu se protège de ces risques infectieux grâce à ses défenses immunitaires. Je voudrais rappeler, pour qu'on ait bien présent à l'esprit l'importance de ce système, que jusqu'à la moitié du XXe siècle, et encore maintenant dans tous les pays en voie de développement, la première cause de mortalité de l'homme était la mortalité infectieuse. Ce sont les infections qui, pendant toute l'humanité, ont développé une sélection impitoyable parmi les humains, ne sélectionnant que les plus résistants de nos parents ou grands-parents et tuant, malheureusement, pendant l'enfance, tous les gens vulnérables, tous ceux exposés à ces infections. On voit bien que le prix à payer à la vie dans cet écosystème et face à tous ces micro-organismes a été très sévère dans l'humanité. Donc aujourd'hui, on a bien conscience du fait que si on a pu développer, surmonter tout cela, c'est parce qu'au XXe siècle, et puis encore plus au XXIe siècle, il y a des stratégies qui sont mises en place par les pouvoirs publics qui permettent de diminuer ces risques. Les causes infectieuses ne sont plus la première cause de mortalité dans nos pays, mais maintenant ce sont les cancers, qui sont encore une des maladies contre lesquelles on doit apprendre à mieux se défendre, notamment par l'immunité. Et il y a évidemment, de la part des pouvoirs publics, l'aide à la lutte contre les épidémies, le développement des conditions d'hygiène, l'augmentation de la protection par les vaccins, avec tous les programmes vaccinaux qui ont fait disparaître, par exemple, des maladies comme la variole, qui ont tué des rois en France et beaucoup de leurs sujets pendant des siècles et des siècles, et puis des maladies qui n'ont pas encore complètement régressé, mais pour lesquelles les vaccins
ont fait beaucoup reculer la gravité, la diphtérie, la poliomyélite et toutes ces maladies contre lesquelles nous nous vaccinons les uns et les autres. Il en est d'autres pour lesquelles il reste encore à développer des vaccins. Je crois que les pouvoirs publics du XXIe siècle doivent d'aller plus loin encore et petit à petit d'identifier les populations à risque. Populations à risque que sont les nourrissons, populations à risque que sont les personnes qui sont soumises à des traitements, par exemple des traitements pour cancer, pour leucémie, qui diminuent leur défense immunitaire, personnes âgées qui sont également avec une immunité défaillante, et trouver des moyens pour améliorer la protection de ces personnes-là. Quant à votre question sur les souris qui ont le même déficit immunitaire que les enfants bulles, on appelle les souris SCID, effectivement, quand on leur greffe des cellules souches humaines, eh bien, on voit se développer chez ces souris un système immunitaire humain avec des lymphocytes T et des lymphocytes B humains. Et donc, c'est une souris qui vit avec des lymphocytes humains, avec un système immunitaire humain. Ce qui a deux avantages pour le chercheur. Premièrement, on peut tester sur ces souris, par exemple, le virus du sida qui infecte les cellules du système immunitaire humain. Et puis, on peut développer différentes mesures pour améliorer le fonctionnement de ce système immunitaire humain in vivo dans un modèle préalable à des traitements qu'on peut mettre au point pour l'humain. Merci.